4,8 millions d'étudiants, contre 1,9 million 10 ans plus tôt. 2569 universités et 609 écoles supérieures. 230 000 ingénieurs diplômés chaque année, l'un des volumes les plus élevés au monde. Près de 60% des étudiants sont des femmes. 17e puissance scientifique mondiale en 2024 et plus de 1000 chercheurs parmi les 1% les plus cités au monde. Des chiffres froids, presque abstraits. Et pourtant, if you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. Malcolm X. Cette phrase résonne aujourd'hui avec une force troublante, car elle nous rappelle une chose essentielle. La réalité que l'on nous montre n'est pas toujours la réalité. Alors maintenant, imaginez. Imaginez que tous ces chiffres appartiennent à un pays que l'on vous décrit comme isolé, sanctionné, sous pression constante. Ce pays, c'est l'Iran. Derrière ces données se cache une transformation profonde, une transformation silencieuse, une transformation construite en quelques décennies seulement. Depuis 1979, un choix a été fait, investir dans le savoir. Et les résultats sont là. Le pays est devenu une véritable machine à former, une machine disciplinée, compétitive, tournée vers les sciences et la technologie. Chaque année, des centaines de milliers d'ingénieurs sortent des universités. Dans un pays sous sanction, on ne dépend pas, on invente, on ne subit pas, on crée. Et au cœur de cette transformation, une révolution inattendue. Les femmes. Elles sont aujourd'hui majoritaires dans les universités. Elles étudient, elles excellent, elles transforment la société, en silence. Pendant ce temps, la production scientifique explose. Des dizaines de milliers d'articles, une reconnaissance internationale grandissante. L'Iran avance, discrètement, efficacement. Mais derrière cette réussite, une faille. Car former ne suffit pas, il faut retenir. Et chaque année, des dizaines de milliers de diplômés quittent le pays. Ingénieurs, médecins, chercheurs. Les cerveaux partent. Le monde les accueille. L'Iran forme, mais ne garde pas. Voilà le paradoxe. Une puissance du savoir qui s'exporte malgré elle. Et pourtant, la machine continue. Les universités tournent, les étudiants apprennent, les chercheurs publient. Comme si rien ne pouvait l'arrêter. Alors une question demeure. Que devient un pays qui voit partir ses meilleurs esprits? Une faiblesse ou une influence invisible? Car peut-être que la véritable puissance de l'Iran ne se limite plus à ses frontières. Peut-être qu'elle est déjà ailleurs, dans les laboratoires du monde, dans les hôpitaux, dans les universités, dans l'esprit de ceux qui l'a formé. Encore aujourd'hui, l'Iran fait face à un défi d'existence. Pressé, sanctionné, économiquement étouffé, il vacille parfois, mais ne cède pas. Car derrière l'État moderne se tient une civilisation millénaire. Une civilisation qui a appris à plier sans jamais rompre, à encaisser les chocs du temps sans disparaître. Siècle après siècle, conquêtes, invasions, crises et révolutions ont tenté de l'effacer sans jamais y parvenir. Et à chaque épreuve, l'Iran a fait de la contrainte une force, transformant l'adversité en moteur. Bienvenue dans une terre où l'histoire ne s'effondre pas, elle se réinvente. Une civilisation que l'ignorance a parfois mise à genoux, mais qui, inlassablement, se relève par le savoir. Imaginez, un pays qui existait déjà lorsque Romantique n'était encore qu'un simple village. Un empire qui a dominé le monde connu pendant 2 siècles. Un peuple qui a survécu à Alexandre le Grand, aux Mongols, aux Arabes, aux Turcs, et qui existe encore aujourd'hui. Voici l'Iran. Et pour comprendre ce qu'il est devenu, il faut remonter 2500 ans en arrière.
En 550 avant notre ère, Cyrus le Grand fonde le premier empire véritablement multiethnique de l'histoire. Un empire fondé sur la tolérance, où chaque peuple conserve ses croyances, ses langues, ses coutumes. Un empire immense, de l'Inde à la Méditerranée. Puis Darius Ier organise ce territoire colossal. Routes, système postal, administration. Et la majestueuse Persépolis, symbole d'une puissance sans précédent. Mais en 331 avant notre ère, tout bascule. Alexandre le Grand triomphe à la bataille de Gaugamel et Persépolis brûle. L'empire perse s'effondre, du moins en apparence. Car la Perse ne disparaît pas, elle absorbe, elle résiste, elle se transforme. Elle renaît avec les Parthes, capables de tenir tête à l'Empire romain pendant des siècles, puis avec les Sassanides, rivaux de l'Empire byzantin. En 651, les armées arabes arrivent. L'islam entre en Iran. Mais une fois encore, l'Iran ne disparaît pas. Il transforme ce qu'il reçoit et le fait sien. Puis vient l'année 1501. Un jeune chef, Ismaïl Ier. Il impose le chiisme comme religion d'État. Un choix religieux, mais surtout stratégique. L'Iran affirme une identité unique, une frontière invisible, mais inenfranchissable. Et au cœur de cette renaissance, Ispahan devient l'un des joyaux du monde. Au XXe siècle, une nouvelle transformation commence. Sous Reza Shah, puis Mohammad Reza Shah, l'Iran se modernise. Routes, industries, institutions. Puis un homme change la donne. Mohammad Mossadegh. Il nationalise le pétrole. Mais en 1953, tout s'effondre. La CIA et le MI6 orchestrent un coup d'État. Une blessure profonde, une mémoire qui ne s'efface pas. 1979, la révolution éclate. Le Shah fuit et Rouhollah Khomeini revient. En quelques mois, tout bascule. Une république islamique naît. La rupture avec l'Occident est totale. Puis la guerre. Saddam Hussein envahit l'Iran. 8 années de conflit, des centaines de milliers de morts. Et pourtant, l'Iran survit. Encore. Aujourd'hui, le pays fait face à de nouvelles pressions, sanctions, tensions, crises internes. Mais quelque chose change. À l'intérieur, une jeunesse se lève, éduquée, connectée, lucide. Après la mort de Mahsa Amini, une voix s'élève. Femme, vie, liberté. Alors, qu'est-ce que l'Iran? C'est Cyrus le Grand et Rouhollah Khomeini, la tolérance et la contrainte, la grandeur et la tension. C'est une terre qui a vu tomber des empires, disparaître des dynasties, échouer des révolutions, mais une terre qui, inlassablement, continue d'exister. L'islamisation de l'Iran est l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus paradoxaux de l'histoire des civilisations. Tout commence au 7e siècle. Un empire immense, puissant, redouté, l'empire sassanide. Et pourtant, il s'effondre, rapidement, brutalement. Affaibli par des luttes internes, miné par l'instabilité, épuisé par des années de guerre, il ne résiste pas à la poussée des armées arabo-musulmanes. La défaite de bataille de Nahawand scelle son destin. Puis, en 651, la mort de Yasgard III marque la fin d'un monde. L'empire perse antique disparaît. Mais l'histoire ne fait que commencer. Car si la conquête est rapide, la transformation, elle, sera lente, très lente. Il faudra près de 4 siècles pour que l'islam s'impose pleinement en Iran. 4 siècles. Et contrairement aux idées reçues, cette conversion ne repose pas principalement sur la force. Elle repose sur quelque chose de plus discret, de plus subtil, de plus efficace. La pression économique. Les populations non musulmanes doivent payer un impôt spécifique, la jizya, un statut toléré mais contraignant, des charges supplémentaires, des limites sociales,
administrative. Alors, peu à peu, un choix s'impose. Se convertir pour alléger le poids, se convertir pour mieux vivre. Pas de contrainte brutale, mais une incitation constante. Une transformation silencieuse, presque invisible, où souvent le poids des impôts remplace celui de l'épée. À cela s'ajoute une autre force, la culture. Les missionnaires diffusent l'islam, mais ils s'adaptent. Ils parlent persan. Ils s'adressent au peuple dans sa propre langue. Et puis, il y a le soufisme, une spiritualité profonde, poétique, mystique. Une forme d'islam qui résonne avec l'âme iranienne. Et c'est là que le véritable paradoxe apparaît. L'Iran s'islamise, mais ne s'arabise pas. Il adopte une religion sans perdre son identité. La langue persane survit. Mieux encore, elle devient un pilier du monde islamique. Des mouvements comme la Chououbiya émergent, affirmant la dignité des peuples non arabes. Et dans cette résistance culturelle, une œuvre se dresse, le Shahnameh de Ferdowsi. Un chant, une mémoire, une affirmation, celle d'une Perse qui refuse d'être oubliée. Et peu à peu, un renversement inattendu s'opère. L'Iran, conquis par les armes, commence à influencer ses conquérants. Il devient un centre majeur du savoir. Philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. Des figures émergent. Avicenne, Al-Biruni, Omar Khayyam, Razi. Leurs travaux traversent les frontières et les siècles. Et l'islam lui-même se transforme. Au contact de la culture perse, il s'enrichit. Il devient plus philosophique, plus artistique, plus spirituel. Une nouvelle forme d'islam émerge. Une forme qui voyagera jusqu'aux Turcs, jusqu'à l'Inde. Et pendant ce temps, l'ancienne foi ne disparaît pas totalement. Le zoroastrisme subsiste, discrètement, fidèlement. Preuve que l'identité iranienne ne s'efface jamais vraiment. Elle évolue, elle s'adapte, elle se superpose. Alors non, l'islamisation de l'Iran n'est pas simplement une conquête suivie d'une conversion. C'est une transformation lente, stratégique, profondément humaine. Une histoire où la persuasion, l'économie et la culture comptent autant que les armées. Une histoire où un peuple vaincu finit par influencer ses vainqueurs. Car l'Iran n'a pas seulement adopté l'islam, il l'a façonné, il l'a enrichi, il l'a réinventé. Et peut-être que la véritable leçon est là, en histoire, la domination la plus durable n'est pas toujours celle que l'on croit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons sincèrement qu'elle vous a appris quelque chose et qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, prenez juste une seconde pour vous abonner, liker la vidéo et nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous lisons chacun de vos messages avec beaucoup d'attention. Et avant de partir, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous tient profondément à cœur. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Pas une bouteille, pas un robinet, pas même une simple goutte d'eau propre. C'est pour cela que l'association La Main Tendue a décidé d'agir en lançant une initiative pour financer des forages en Afrique et offrir de l'eau à des familles qui en ont réellement besoin. Donnez selon vos moyens et votre belle âme. Chaque geste compte. Même 10 $ peuvent déjà faire une différence. Et si vous avez la possibilité de nous offrir un forage complet qui coûte la modique somme de 3 000 $, alors nous irons encore plus vite et nous pourrons partager ce sourire avec encore plus de familles. Si vous souhaitez participer, vous trouverez toutes les informations en description. Chaque contribution peut changer une vie et redonner espoir. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Loéla, comme dit Kirikou, Loéla, voilà, tout le monde est content. Oh, grand Zimento, tu as installé là. Oh, regarde, tout le monde est content. Merci infiniment. Merci. Ok, ceux qui disent qu'il manque là, venez à Kerguin, juste au niveau du garage des camions là, ici là. Venez voir, voilà, c'est là, il a installé. Voilà, vous qui disent qu'il est mendiant là, lui, au moins il mangue pour sa population, pour aider ses frères et sœurs. Voilà, venez voir, ça c'est l'eau, hein, c'est l'eau, tout le monde voit. Regarde, tout le monde est là, tout le monde est là.